tous. Merci de votre présence à cette rencontre avec la cinéaste québécoise Chloé Robichaud. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre formation? Moi, il me semble qu'il y a 3 éléments qui ont compté vraiment dans votre formation. La première, vous l'avez évoqué, c'est la cinéphilie de votre père, qui a peut-être commencé à aiguiser un peu votre regard et votre curiosité. C'est votre formation scolaire. Vous êtes originaire de Québec, mais ensuite vous avez migré vers Montréal. Et puis il y a un autre aspect qui probablement a joué aussi, alors qui a été dans un premier temps spécifiquement québécois avant de s'étendre un peu, notamment en France d'ailleurs, c'est les soirées Kino. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces aspects? Oui, je ne sais pas si vous connaissez un peu le mouvement Kino, qui est parti en fait de Montréal avec un désir que des gens avec peu de moyens professionnels, je veux dire, puissent faire leur propre court-métrage. Et il y avait des soirées mensuelles, si mon souvenir est bon. Il y avait une salle réservée à Québec et n'importe qui pouvait s'inscrire et on faisait nos films avec nos petites caméras et on avait un public, autrement dit. Et c'est par là que j'ai commencé à faire mes premiers courts-métrages. Et parce qu'à un moment donné, tu as envie aussi de... Oui, tu veux créer, mais tu as envie d'avoir un rapport avec un public. Et c'était un peu déstabilisant. J'étais souvent dans les plus jeunes. On s'entend, j'avais 16 ans et j'étais entourée de gens plus vieux. J'étais un peu intimidée, mais pour moi, ça a été une façon, en fait, de me faire la main. Et puis l'école, oui, j'étais à l'Université Concordia à Montréal, qui a une formation de cinéma, et l'INIS, qui est un peu l'équivalent de la FEMIS à Montréal. Est-ce que vos films, tous courts et longs, d'une manière ou d'une autre, ne comportent pas, directement ou indirectement, une part de vous-même? Oui, encore là, des fois, il y a une part d'inconscient, et voilà, et j'ai envie de faire un cinéma honnête, donc pour moi, l'honnêteté part aussi de ce que je vis à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est à l'écran, c'est ma vie, c'est pas nécessairement ça, mais ça part quand même de quelque chose qui est quand même très ancré à l'intérieur de moi. Définir l'amour, ben, je pense que c'est l'union complète, là. Ça. Personnalité, sexe, fusion, là, tu sais. Ça se compte, tout ça, ça marche. T'es comme super discrète avec ça, là. Je sais même pas si t'as déjà embrassé une fille. Êtes-vous cool avec le fait que je sois peut-être gay, oui ou non? Oui. Tu voulais pas fumer une cigarette? Ah, je fume pas. OK. Attends, là! Mais voyons donc! Ça sent le drame de vagin! Je veux juste que ça soit simple. Pas compliqué. Simple. S-I-M-P-L-E. Simple. J'ai toujours dit que t'étais lesbienne. Je suis tellement contente pour toi. Est-ce qu'on croit à l'amour quand on a 24 ans? Ouais, on y croit. Fait que là, c'est fini, les gars. Voyons. C'est tellement intense. Je t'aime. Bon, il y a un fret, là. Mais non. Tellement. Au début du premier épisode de la première saison de Féminin, on voit un groupe de filles qui, pour certaines, sont lesbiennes, d'autres hétéros, et puis vous passez. Oui. Vous êtes vous-même, Oui. elle vous interpelle. Oui. Et c'est assez révélateur de ce qu'est la série. On a l'impression que c'est un peu votre environnement, que ça peut être vos amis, que c'est le milieu dans lequel vous évoluez. C'était le cas. J'ai été approchée par une amie, Florence Gagnon, qui, elle, avait fait un site web qui se voulait comme une genre de référence pour la communauté et qui m'avait dit, mon rêve, ça serait vraiment d'avoir une série web. Et moi, j'étais dans le cinéma et j'avoue que je me disais, une série web, je sais pas,
Puis après, j'avais fait justement un long métrage. Et j'avais ressenti finalement le besoin de retourner à un petit peu mes racines et oublier la pression. Et je me suis mis à écrire, mais juste comme écrire, là, vraiment tout ce qui me passait par la tête, ce que j'avais vécu avec mes amis, ce que mes amis avaient vécu. Et j'avais envie de raconter des expériences positives. Parce que moi, quand j'étais jeune, tous les films que je voyais avec des personnages lesbiennes, c'était toujours triste. Ça se terminait toujours par un suicide. Ou comme... Et c'était correct, il faut raconter ces histoires-là bon, d'homophobie. Mais j'avais besoin de lumière, j'avais besoin qu'on me dise « ça va aller, tu peux être heureuse, tu vas te faire des amis, tu vas aimer ». Mon bébé fait pas trop de bruit. Non. Fait que vous l'entendez pas? On l'entend, mais c'est normal. C'est un bébé. Mon fils a 10 ans, il est passé par là. Mais donc, c'est ça, on entend des choses d'un condo à l'autre. Ça arrive. Nos chambres sont collées aussi. Oui, c'est vrai. Nos chambres sont collées, oui. Des fois, ça m'arrive d'entendre des choses. Un peu comme si quelqu'un voulait que je sois une témoin auditive de ces choses-là que j'entends. Est-ce que tu vois ce que je veux dire par témoin auditif? Oui, je vois très bien c'est quoi un témoin auditif. Mais je vois pas en quoi ça s'applique dans notre conversation. Ben, des fois, il y a des gens qui aiment ça, avoir des témoins de leur vie. Est-ce que ça va? T'es-tu correct? On dirait que tu me parles en langage codé, là. Hein? Non. T'as-tu besoin d'aide? Veux-tu que j'appelle Info Santé? Non, je te parle de quelque chose de très concret, là. Un son. Comme une corneille. Mais ça vient sûrement de dehors? Non, ça vient du mur. Mais t'as-tu regardé dehors? Parce que moi, j'ai pas de corneille dans ma chambre. Non, mais c'est ça, c'est pas une corneille, c'est comme une corneille. Comme toi qui ferais exprès pour que je l'entende faire la corneille. Voyons, pourquoi je ferais ça? Ben, parce que tu jouis. Hein? Parce que t'es une exhibitionniste auditive. Oh, mon Dieu. Ouais. OK, je comprends. Bon. C'est très intéressant. Mais non, je jouis pas. Je couche même pas avec mon conjoint, ça fait, je sais pas, des mois, même des... Ah mon Dieu, même des années, je pense qu'on n'a pas de... OK. Oui. Ben, ça doit être moi, là, qui... Non, mais aussi une corneille. Ouais, ou un autre oiseau, hein? Parce que c'est sûr que là, quand j'y pense... Hey, je connais pas ça tant que ça, les oiseaux. C'est normal. Deux femmes en or sera projetée à l'Auditorium du Ciel vendredi à 18h30. On a l'impression que le film s'engage sur quelque chose qui serait un petit peu de l'ordre du théâtre de boulevard, quelque chose de léger, presque burlesque. Puis plus le film va avancer, plus, pour revenir à ce que nous disions plus tôt, on oscille comme ça entre le grave et le léger, les questions de l'usure d'un couple, de la dépression, enfin c'est vraiment la vie comme elle va. Et je pense que ce film illustre tout à fait ce que vous nous disiez un peu plus tôt, c'est-à-dire le désir de vous adresser à un public désormais plus large que celui que vous visiez au début de votre carrière. Oui, et je trouve que la comédie, c'est une belle façon de le faire. Comment dire? C'est un film qui est plus généreux même dans ses couleurs. C'est mon film clairement le plus coloré, qui a un rythme, beaucoup de musique aussi. C'est un film qui est entraînant, mais pour moi, c'est une façon aussi de capter l'attention pour aussi parler de sujets qui sont sérieux, qui sont profonds et qui viennent chercher les gens. Et je suis très fière du film parce que je me rends compte que plusieurs personnes viennent m'en parler et me disent « Oui, j'ai passé un bon moment, j'ai ri, je vous entendais rire, mais ça m'a fait penser à mon couple. Ça m'a fait penser à quel point mon couple est en train de peut-être stagner et que j'ai envie de faire quelque chose ou que ça me réveille ou peu importe. Mais
mais ça m'a prouvé, en fait, ce film aussi, que tu peux faire un cinéma qui est généreux, un cinéma qui, entre guillemets, plus populaire, mais dire quelque chose et avoir une réflexion, et avoir une réflexion cinématographique. Le film reste quand même, je l'espère, quand même un peu différent dans sa facture visuelle. T'sais. On peut être généreux sans nécessairement être dans la conformité. Là. Oui, en fait, par tellement de... C'est ça la beauté du cinéma, c'est que j'ai plusieurs outils pour y arriver. Ça commence par le choix de l'acteur, de l'actrice, donc première chose, tout part de là. Et après, c'est où est-ce que je mets la caméra, quel type de lentille. Dans le cas des Jours heureux, je suis beaucoup en ce qu'on appelle en téléobjectif. Je suis très très proche aussi, vraiment les gros plans pour comme... Je voulais donner l'impression qu'on entre dans sa tête, carrément. Et comment les mouvements aussi de caméra pouvaient transposer les émotions. Si on prend les Jours heureux, au début du film, elle fait un Mozart et on dit qu'elle est un peu première de classe. Donc j'ai essayé que ma caméra soit aussi un peu première de classe et transpose cette émotion-là. Donc on a une caméra qui est quand même assez classique, qui est en plan moyen, qui rentre pas nécessairement dans l'émotion avec elle. Alors que là, quand elle essaie le Schoenberg, on a une caméra qui carrément, on a l'impression qu'elle se décroche, qui va dans certains angles, et qui est une caméra qui est aussi un peu dissonante, qui vient créer, je pense, ce vertige-là qu'on ressent. Donc ça, c'est une façon de le faire. Et à l'inverse, quand elle arrive dans le Mahler, on a une caméra qui flotte un peu plus, qui est vraiment dans le mouvement de la musique. Donc, la caméra est un outil, et puis un autre outil qu'on a au cinéma, c'est la musique. La musique qui vient nécessairement un peu parler de l'intériorité des personnages. Et j'utilise beaucoup la musique dans mes films pour le faire d'une façon que j'essaie d'être originale, comme dans Sarah préfère la course, par le karaoké. Ceux qui ont vu le film, il y a une scène où le personnage de la fille sur qui elle a un peu un béguet, elle chante au karaoké une chanson de Diane Dufresne. Et c'est comme ça que Sarah... C'est par la chanson qu'on comprend qu'elle est amoureuse, en fait. Donc la musique aussi, c'est un moyen de raconter ce qu'on n'est pas capable de raconter par des mots. Je pense que quand on a la passion, quand on ressent cette urgence-là de communiquer quelque chose, il faut la suivre. Je pense qu'il faut suivre son instinct. Il faut écouter sa voix. C'est tellement dur. Et je trouve que, moi, quand j'ai commencé il y a 12 ans, il n'y avait pas de TikTok et tout ça. Puis je trouve que ça doit être encore plus dur aujourd'hui parce que tout le monde a comme cette possibilité de communiquer quelque chose. Puis on est un petit peu comme, surstimulé. Mais je pense qu'il faut vraiment suivre son instinct et essayer de faire à sa tête. Ça serait ça mon conseil. Et surtout de s'entourer de ses amis. Moi, je me souviens que quand j'ai eu le financement pour faire Sarah préfère la course, il y a beaucoup de gens qui me disaient « OK, ben là, tu devrais aller chercher André Turpin, qui est le meilleur directeur photo au Québec, et tu devrais aller chercher tel technicien d'expérience. » Et j'ai pas écouté ces conseils-là. J'ai dit, ouais, mais moi, je connais Jessica depuis que j'ai 17 ans, elle me connaît bien, j'ai envie de le faire avec Jessica, j'ai envie de le faire avec Bruno Pierre, mon ami que j'ai rencontré à Concordia. Et donc, j'ai fait Sarah préfère la course avec mes amis, et on avait tous 23 ans. Et on est à la Cannes, en sélection officielle. Alors, je pense que pour moi, ça, c'est un bel exemple de faut aussi s'entourer des gens qui nous connaissent bien, qui veulent nous supporter, qui veulent transposer notre vision avec nous. Ça fait une grosse différence dans mon parcours. Merci. Merci.